Le matin du 15 mai 2005, elle s'était levée dans un silence inhabituel sur le petit village alpin de Saint-Émile. Céline Dubois se réveillait toujours vers 6 heures, cette habitude immuable qui rythmait sa vie depuis qu'elle avait épousé Antoine Dumas 15 ans plus tôt. Mais ce matin-là, personne ne vit sa silhouette gracile ouvrir les volets de bois peints en bleu pastel du chalet familial. Aucun bruit de casserole ne résonna depuis la cuisine. Aucun éclat de rire des enfants ne perça le silence matinal. Marguerite Rousseau, la boulangère du village, avait l'habitude de voir Antoine descendre le sentier pierreux vers 8 heures précises, sa démarche assurée, trahissant l'homme d'affaires qu'il était devenu. Il achetait toujours 6 croissants, 4 pour les enfants qui en réclamaient chacun 2 au petit déjeuner et 2 pour Céline et lui. Cette routine, aussi prévisible que le lever du soleil derrière les sommets enneigés, faisait partie du charme de cette vie alpine qu'ils avaient choisie. « Bonjour Marguerite, les croissants sentent divinement bon ce matin », avait-il coutume de dire avec ce sourire chaleureux qui lui avait valu tant d'amitié dans le village. Mais ce 15 mai, la clochette de la boulangerie ne tinta pas pour annoncer son arrivée. Marguerite jeta un coup d'œil par la vitrine embuée vers le sentier qui serpentait jusqu'au chalet des Dumas. Les arbres bourgeonnaient dans cette explosion de vert tendre du printemps alpin, mais aucune silhouette familière ne descendait vers le village. Elle haussa les épaules, pensant qu'Antoine avait peut-être eu une réunion matinale ou que la famille était partie tôt pour l'une de ces excursions qu'ils affectionnaient tant. Au chalet, tout semblait figé dans une tranquillité trompeuse. Les jouets de Mathieu, le plus jeune des 3 enfants Dumas, étaient soigneusement rangés dans le coffre en bois de pin qu'Antoine avait fabriqué de ses mains l'été précédent. Les livres de Juliette, l'aîné de 13 ans qui dévorait les romans d'aventure avec une passion héritée de sa mère, étaient empilés sur sa table de chevet. Camille, 11 ans, avait laissé ses crayons de couleur parfaitement alignés sur son bureau, à côté d'un dessin inachevé représentant la famille devant leur chalet. Cet ordre parfait, cette absence de désordre matinal typique d'une famille avec 3 enfants, aurait dû alerter quiconque connaissait les Dumas. Céline avait beau être une femme organisée, les matins étaient toujours un tourbillon d'activités. Tartines grillées qui sautent du grille-pain, cartables oubliés, chaussures égarées, protestations enfantines contre le brossage de dents obligatoire. Marie Dubois, la sœur de Céline, habitait Lyon mais appelait sa sœur tous les mardis soirs sans exception. Leur conversation hebdomadaire était devenue un rituel sacré depuis que Céline S. était installée dans les Alpes. Ce 17 mai, quand Marie composa le numéro familier, elle tomba directement sur le répondeur. La voix chaleureuse de Céline récitait le message d'accueil habituel. « Bonjour, vous êtes bien chez les Dumas. Nous ne sommes pas disponibles pour l'instant. Mais laissez-nous un message et nous vous rappellerons dès que possible. Céline, c'est Marie. Je voulais te raconter l'entretien d'embauche de Julie. Tu sais, pour ce poste dans l'édition. Rappelle-moi quand tu as un moment. » avait-elle laissé comme message, sans se douter que ces mots résonnaient dans un chalet vide. Le mercredi, puis le jeudi, passèrent sans retour d'appel. Marie commença à ressentir cette pointe d'inquiétude familière, celle qui vous serre l'estomac sans raison apparente. Elle rappela plusieurs fois, laissant des messages de plus en plus pressants. « Céline, ça va? Je commence à m'inquiéter. Rappelle-moi vite. C'est Clotilde Moreau, femme de ménage au village qui venait nettoyer le chalet des Dumas tous les vendredis matins, qui déclencha la première véritable alerte. Clotilde, une femme robuste de 52 ans, aux mains abîmées par des décennies de travail domestique, connaissait chaque recoin de cette maison. Elle savait que Céline laissait toujours un petit mot sur la table de la cuisine avec des instructions spéciales ou simplement un « Merci Clotilde », accompagné d'un sourire dessiné à la main. Ce vendredi 20 mai, quand elle poussa la porte d'entrée avec sa clé habituelle, le silence qui l'accueillit lui sembla différent. Ce N n'était pas le silence paisible d'une maison endormie, mais quelque chose de plus lourd, de plus oppressant. Ses pas résonnaient étrangement sur le parquet de chêne que Céline cirait avec tant de soin. « Madame Dumas? Monsieur Antoine ?» appela-t-elle d'une voix hésitante. Seul l'écho de sa propre voix lui répondit. Clotilde avança prudemment vers la cuisine. Tout était d'une propreté impeccable, presque inhabituelle. Les surfaces brillaient, la vaisselle était parfaitement rangée, pas même une miette sur le plan de travail. Sur la table, aucun petit mot ne l'attendait.
Elle monta à l'étage, son cœur battant de plus en plus fort. Les lits étaient en fait avec un soin méticuleux, les oreillers parfaitement gonflés, les couvertures tirées au cordeau. Mais dans la chambre des parents, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les vêtements de nuit de Céline étaient pliés sur la chaise près de la fenêtre, comme si elle ne les avait jamais portés. Dans la salle de bain, les brosses à dents étaient sèches. Le tube de dentifrice parfaitement rebouché, la serviette pendue avec précision. Aucune trace d'humidité, aucun cheveu dans le lavabo, comme si personne n'avait utilisé cette salle de bain depuis des jours. Clotilde redescendit en hâte, le souffle court. Dans le salon, elle découvrit les journaux locaux soigneusement empilés, non lus. Le courrier s'accumula dans la boîte aux lettres. Mais ce qui la troubla le plus, était l'absence totale de désordre. Même en vacances. Une famille laisse des traces. Un livre ouvert, une tasse oubliée, des vêtements sur une chaise. Ici, tout était d'une perfection artificielle, comme dans ces maisons témoins que visitent les acheteurs potentiels. Elle se précipita chez Marguerite, sa plus proche voisine au village. « Je n'ai vu personne chez les Dumas depuis une semaine », confia-t-elle d'une voix tremblante. « Et la maison, elle est trop propre, Marguerite, trop parfaite. Ce n'est pas normal. » Marguerite fronça les sourcils. Elle se souvenait maintenant. Cela faisait effectivement plusieurs jours qu'elle n'avait pas vu Antoine venir chercher ses croissants. « Tu crois qu'ils sont partis en voyage ?» suggéra-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Sans me prévenir? Sans annuler le ménage ?»« Céline ne ferait jamais ça, » répliqua Clotilde. « Et puis, leurs voitures sont encore dans le garage. » J'ai regardé par la petite fenêtre. Cette révélation fit courir un frisson dans le dos de Marguerite. Antoine possédait une Citroën familiale et Céline une petite Renault qu'elle utilisait pour ses courses au village. Si les voitures étaient là, comment la famille avait-elle quitté cette maison isolée, perchée à flanc de montagne, accessible uniquement par un sentier de terre battue? Le téléphone arabe du village se mit rapidement en marche. Bientôt, chaque habitant de Saint-Émile était au courant de la disparition inexpliquée de la famille Dumas. Les théories les plus folles commencèrent à circuler dans les cafés et sur les places du marché. Peut-être qu'Antoine avait des dettes, murmurait Madame Bertrand, la postière, en distribuant le courrier avec moins d'entrain que d'habitude. Elle avait remarqué plusieurs lettres recommandées dans la boîte aux lettres des Dumas ces dernières semaines, toutes portant le cachet de établissements bancaires. Des dettes, Antoine? Impossible, rétorquait Michel Arnaud, le propriétaire du café du village. C'est lui qui m'a aidé à négocier le prêt pour rénover ma terrasse l'année dernière. Il s'y connaît en finance, ce n'est pas le genre à se laisser endetter jusqu'au cou. Mais les rumeurs avaient la vie dure dans un village de 300 âmes. On se souvenait soudain qu'Antoine avait eu l'air préoccupé ces dernières semaines, qu'il passait de longs coups de téléphone dans son bureau, la porte fermée. Certains avaient remarqué qu'il recevait plus de courriers que d'habitude, des enveloppes blanches qu'il ramassait rapidement avant de rentrer chez lui. Marie Dubois arriva de Lyon dans l'après-midi du samedi, le visage creusé par l'angoisse et le manque de sommeil. Elle avait roulé d'une traite, ne s'arrêtant que pour faire le plein d'essence et appeler encore une fois le numéro de sa sœur. Toujours ce maudit répondeur, cette voix chaleureuse de Céline qui promettait de rappeler alors qu'elle semblait avoir disparu de la surface de la terre. « Il faut prévenir la police », déclara-t-elle d'emblée en arrivant au café où était improvisé un conseil de crise villageois. Ma sœur ne partirait jamais sans prévenir, surtout pas avec les enfants. Et certainement pas en abandonnant toutes leurs affaires. Pierre Dumont, le maire de Saint-Émile, un homme prudent qui avait appris à ne pas prendre de décisions hâtives au cours de ses 20 ans de mandat, hésitait encore. « Nous ne savons pas s'il s'agit vraiment d'une disparition, » argua-t-il. « Peut-être ont-ils eu une urgence familiale, un décès quelque part. Dans le choc, on peut oublier de prévenir. » « Quelle urgence familiale ?» s'emporta Marie. « Je suis la seule sœur de Céline. Mes parents sont morts il y a 10 ans. Antoine n'a qu'un frère en Australie avec qui il correspond par mail une fois par mois. Il n'y a pas d'urgence familiale possible. » Le ton montait dans le petit café aux poutres apparentes. Dehors, la nuit tombait sur les sommets, et les lumières jaunes des chalets éparpillés sur les pentes créaient une ambiance de carte postale qui contrastait cruellement avec l'angoisse palpable qui régnait dans le village. Finalement, ce fut Clotilde qui trancha. « Moi, j'ai les clés de leur maison, » annonça-t-elle. « Si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé, allons-y tous ensemble. »
Je vous montrerai ce qui me dérange dans cette maison trop parfaite. » Le petit groupe se dirigea vers le chalet des Dumas dans la nuit tombante. Marie marchait en tête, sa lampe de poche balayant le sentier familier qu'elle avait emprunté tant de fois pour rendre visite à sa sœur. Derrière elle, Marguerite, Michel, Pierre et Clotilde suivaient en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le chalet se dressait dans l'obscurité comme une maison de conte de fées, ses volets bleus se détachant sur les murs de bois clair. Mais aucune lumière ne filtrait par les fenêtres, aucune fumée ne échappait de la cheminée de pierre. La maison semblait endormie d'un sommeil dont on ne savait s'il était paisible ou éternel. Clotilde ouvrit la porte d'entrée, et l'odeur qui s'échappa les frappa tous. Ce n'était pas l'odeur habituelle d'une maison habitée, mélange subtil de parfums féminins, de cuisine et de vie quotidienne. C'était quelque chose de plus neutre, de plus froid, comme ces maisons témoins dans les agences immobilières. Marie alluma l'interrupteur du salon. La pièce s'illumina, révélant effectivement cette perfection troublante dont avait parlé Clotilde. Tout était à sa place, mais d'une manière trop rigide, trop étudiée. Sur la cheminée, les photos de famille étaient alignées avec une précision mathématique. Le canapé où Céline avait l'habitude de s'allonger pour lire le soir était impeccablement arrangé, ses coussins gonflés comme dans un magasin de meubles. « Regardez » murmura Marie en désignant la bibliothèque. Les livres étaient classés par taille, tous parfaitement alignés. Ma sœur classait ses livres par auteur, jamais par taille. Et là, elle s'approcha de la table basse. Céline laisse toujours ses lunettes de lecture sur cette table, avec un livre ouvert à côté. Toujours, depuis qu'elle a 15 ans. Ils montèrent tous à l'étage, leurs pas résonnant dans le silence oppressant. Dans la chambre de Juliette, Marie ouvrit l'armoire. Ses affaires préférées sont là, constata-t-elle. Son jonc troué qu'elle refuse de jeter, son pull rose à paillettes, sa trousse de maquillage. Sa voix se brisa. Une adolescente de 13 ans ne part pas sans sa trousse de maquillage. Dans la chambre de Camille, le même constat s'imposait. Ses livres de classe, ses fournitures scolaires, même son journal intime orné d'un petit cadenas doré, tout était là, abandonné. « Et Mathieu ?» demanda Marguerite d'une voix étranglée. Ils entrèrent dans la chambre du plus jeune. Sur le lit, un ours en peluche usée attendait, les bras ouverts. Marie le prit délicatement, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Nounours » murmura-t-elle. « Il l'a depuis qu'il a 2 ans. Il ne peut pas dormir sans. » Le silence qui suivit cette révélation fut pesant. Un enfant de 7 ans ne part pas de son plein gré sans son doudou. Cette évidence brutale balayait définitivement l'hypothèse d'un départ volontaire. « Il faut appeler la police », déclara Pierre Dumont d'une voix grave. « Maintenant. » Mais alors qu'ils redescendèrent vers le salon pour utiliser le téléphone fixe, Clotilde s'arrêta brusquement dans l'escalier. « Attendez, dit-elle. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. » Elle les mena vers la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. À l'intérieur, tout était parfaitement rangé, mais certains produits attirèrent l'attention. « Regardez les dates, indiqua-t-elle. Marie examina les yaourts, le lait, les légumes. Tous les produits frais étaient périmés ou sur le point de l'être. S'ils étaient partis en voyage prévu, ils auraient vidé le frigo, réalisa-t-elle. Céline ne supporte pas le gaspillage. Elle aurait tout donné aux voisins plutôt que de laisser pourrir la nourriture. Cette découverte apportait une preuve supplémentaire que le départ de la famille Dumas n'avait pas été planifié. Mais alors, où était-il passé? Et pourquoi la maison donnait-elle cette impression d'avoir été méticuleusement nettoyée et arrangée? Michel Arnaud, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit la parole. « Il y a autre chose qui me tracasse, » dit-il lentement. Antoine devait venir au café mardi matin pour discuter d'un projet d'investissement dans une nouvelle piste de ski. Il était très enthousiaste, il en parlait depuis des semaines. Jamais il n'aurait manqué ce rendez-vous sans prévenir. Les pièces du puzzle commençaient à former une image de plus en plus inquiétante. La famille Dumas n'avait pas disparu volontairement. Quelque chose leur était arrivé. Quelque chose qui avait nécessité un nettoyage minutieux de leur maison, un effacement systématique des traces de leur vie quotidienne. Pierre Dumont prit son téléphone portable et composa le numéro de la gendarmerie d'Annecy. « Bonsoir, c'est Pierre Dumont, maire de Saint-Émile. Je dois signaler la disparition d'une famille de 5 personnes. Oui, 5 personnes, les parents et 3 enfants. Ils ont disparu sans laisser de traces.
Tandis que le maire expliquait la situation aux gendarmes, Marie serrait toujours l'ours en peluche de Mathieu contre elle. Dans la cuisine silencieuse du chalet, entourée d'objets familiers qui appartenaient à une famille volatilisée, elle sentait monter en elle une angoisse qu'elle n'avait jamais connue. Ce haine n'était pas seulement la peur de ne plus revoir sa sœur et ses neveux. Était quelque chose de plus sombre, de plus primitif. La certitude qu'un mal indicible était abattu sur cette maison, sur cette famille qu'elle aimait tant. Dehors, le vent nocturne faisait gémir les branches des sapins centenaires qui entouraient le chalet. Au loin, on entendait le hurlement lugubre d'un animal sauvage, peut-être un loup descendu des hauteurs. Ces montagnes majestueuses qui avaient offert tant de bonheur à la famille Dumas semblaient soudain receler des secrets terrifiants, des mystères que la nuit protégeait jalousement. La gendarmerie promit d'envoyer une équipe dès le lendemain matin, mais pour Marie et les habitants de Saint-Émile, cette nuit serait la plus longue de leur existence, car ils venaient de comprendre qu'au cœur de leur paisible village alpin se cachait peut-être l'un des mystères les plus troublants que les Alpes françaises aient jamais gardé secret. L'adjudant-chef Bernard Moreau arriva à Saint-Émile le lendemain matin avec une équipe de 4 gendarmes. Était un homme de 53 ans, aux cheveux grisonnants et au regard perçant, qui avait vu suffisamment de cas étranges au cours de sa carrière pour ne plus s'étonner de grand-chose. Mais quand il pénétra dans le chalet des Dumas, accompagné par Marie et Clotilde, il ressentit immédiatement cette atmosphère particulière qui signale qu'une affaire ne sera pas ordinaire. « Vous avez touché à quelque chose depuis vendredi ?» demanda-t-il à Clotilde, qui secouait négativement la tête. Seulement pour ouvrir le réfrigérateur et les armoires hier soir, pour montrer à Madame Marie que toutes les affaires personnelles étaient là. Moreau fit le tour du rez-de-chaussée avec l'œil exercé d'un enquêteur. Il nota mentalement la propreté excessive, l'organisation trop parfaite, cette absence de vie spontanée qui caractérise les intérieurs habités. Dans la cuisine, il s'attarda sur l'évier. Pas une goutte d'eau, pas une trace de calcaire. Même les joints entre les carreaux de faïence avaient été nettoyés avec un soin méticuleux. « Madame, votre sœur était-elle maniaque de la propreté à ce point ?» demanda-t-il à Marie. Céline était soigneuse, oui, mais pas obsessionnelle. Elle disait toujours que sa maison devait être vivante, pas parfaite. Elle acceptait un certain désordre, surtout avec 3 enfants. Marie toucha la surface impeccable du plan de travail. Cette cuisine ne ressemble pas du tout à celle de ma sœur. Dans le salon, Moreau remarqua un détail qui avait échappé aux visiteurs de la veille. Sur la table basse, à côté des magazines parfaitement empilés, il y avait une légère décoloration dans le bois, comme l'empreinte laissée par un objet qui aurait séjourné longtemps au même endroit. « Il manque quelque chose ici », constata-t-il. Cette marque indique qu'un objet assez lourd était posé là en permanence. Marie fronça les sourcils, fouillant dans ses souvenirs. « Le cendrier de grand-papa » s'exclama-t-elle soudain. Était un lourd cendrier en cristal que notre grand-père avait rapporté d'Alsace après la guerre. Céline ne fumait pas, mais elle gardait ce cendrier en souvenir. Il était toujours là sur cette table. Quelqu'un l'aurait volé, suggéra un des gendarmes, ou quelqu'un l'aurait fait disparaître parce qu'il y avait des traces dessus, répondit Moreau pensif. Des cendres, des mégots, peut-être de l'ADN. À l'étage, l'adjudant-chef examina minutieusement chaque chambre. Dans celle des parents, il ouvrit tous les tiroirs, inspecta la penderie. Les vêtements étaient soigneusement pliés et rangés, mais quelque chose le dérangeait dans leur disposition. Ces vêtements ont été remis en place par quelqu'un d'autre, annonça-t-il après un long moment d'observation. Regardez. Il désigna les chemises d'Antoine. Elles sont pliées selon une technique militaire. Pliage très précis, angle droit parfait. Mais les chemises du dessous sont froissées, comme si elles avaient été portées puis remises en pile à la hâte. Marie sentit son estomac se serrer. Vous voulez dire que quelqu'un a fouillé leurs affaires puis a tout remis en ordre? C'est une possibilité. Ou alors quelqu'un a voulu donner l'impression que la famille était partie calmement, en prenant le temps de ranger avant de partir. Dans la salle de bain, Moreau fit une découverte plus troublante encore. Il manque des brosses à dents, constata-t-il en comptant celles qui restèrent dans le verre. 5 personnes, mais seulement 3 brosses à dents. Céline et Antoine avaient des brosses à dents électriques, précisa Marie.
Elles étaient sur le rebord du lavabo, avec leur chargeur. Quelqu'un les a donc emportées. Mais pourquoi? Pour faire croire qu'ils étaient partis en voyage? Ou pour effacer des traces d'ADN? Les questions s'accumulaient sans réponse. Moreau décida de faire appel à l'identité judiciaire d'Annecy pour un examen plus approfondi. En attendant leur arrivée, il interrogea les habitants du village, recueillant des témoignages qui commencèrent à esquisser les derniers jours de la famille Dumas. Madame Bertrand, la postière, se souvenait avoir distribué plusieurs lettres recommandées pour Antoine dans la semaine précédant la disparition. Des enveloppes blanches avec l'en-tête de banque, précisa-t-elle. Monsieur Dumas avait l'air soucieux quand il venait les récupérer. Michel Arnaud confirma que l'état d'esprit d'Antoine avait changé ces dernières semaines. Il parlait moins, restait moins longtemps au café. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, il m'a répondu que les affaires étaient compliquées en ce moment, mais qu'il allait s'en sortir. Le témoignage le plus intéressant vint de Lucien Moretti, un retraité qui habitait le chalet le plus proche de celui des Dumas, à environ 200 mètres à travers la forêt. La nuit du 14 au 15 mai, j'ai été réveillé par des phares de voiture vers 2 heures du matin, raconta-t-il. Ça venait de chez les Dumas. J'ai regardé par la fenêtre, mais les arbres cachaient la vue. J'ai pensé qu'Antoine rentrait peut-être d'un déplacement professionnel. Vous avez entendu combien de voitures? Demanda Moreau. Difficile à dire. Le bruit du moteur a duré un moment, comme si quelqu'un manœuvrait. Puis plus rien. Le silence total. Ce témoignage apportait un élément crucial. Quelque chose s'était passé dans la nuit du 14 au 15 mai. Mais quoi exactement? Elle, équipe de l'identité judiciaire, arriva dans l'après-midi, menée par le capitaine Sophie Laurent, une spécialiste de la police scientifique réputée pour sa minutie. Elle commença par photographier chaque pièce sous tous les angles, puis s'attaqua à la recherche de traces et d'indices. « Nous allons procéder à une analyse complète », expliqua-t-elle à Marie. « Recherche d'empreintes digitales, de traces de sang, d'ADN, de fibres textiles inhabituelles. Si quelque chose s'est passé dans cette maison, nous le saurons. » Les premières analyses révélèrent effectivement des éléments troublants. Dans la cuisine, malgré la propreté apparente, la lumière ultraviolette révéla de faibles traces de produits de nettoyage industriel sur plusieurs surfaces. Quelqu'un a utilisé de l'eau de Javel pure sur ses plans de travail, constata le capitaine Laurent. C'est inhabituel pour un ménage domestique. L'eau de Javel pure est généralement utilisée pour effacer des traces biologiques. Dans le salon, sous le canapé, les enquêteurs découvrirent un petit morceau de tissu déchiré, un fragment de coton bleu marine qui ne correspondait à aucun vêtement trouvé dans les armoires de la maison. Mais c'est dans la cave que la découverte la plus significative fut faite. Cette cave, que la famille utilisait pour stocker les conserves et le vin d'Antoine, présentait des traces d'activité récente. Le sol a été balayé méticuleusement, observa Laurent en braquant sa lampe sur le béton lisse. Mais regardez ici. Dans l'angle, elle désignait une zone où le balayage avait été moins efficace. De la terre fraîche mélangée à autre chose. On dirait de l'argile, mais il n'y a pas d'argile dans cette région. Le sol est essentiellement composé de roches calcaires et d'humus forestier. « D'où peut venir cette argile ?» demanda Moreau. « Il faudrait l'analyser, mais à vue de nez, je dirais que c'est de l'argile de construction. Le type qu'on utilise pour étanchéifier les fondations ou boucher des trous dans les murs. Cette découverte ouvrait de nouvelles pistes d'investigation. Quelqu'un avait-il fait des travaux dans la cave ou dans une autre partie de la maison? Et pourquoi cette argile avait-elle été apportée puis soigneusement nettoyée? Le soir venu, Marie refusa de rentrer à Lyon. Elle s'installa chez Marguerite, la boulangère, qui lui avait proposé la chambre d'amis au-dessus de la boulangerie. Depuis la petite fenêtre de cette chambre, elle pouvait voir le chalet de sa sœur, maintenant cerné de rubans de sécurité jaunes et noirs. « Je ne partirai pas tant que je ne saurai pas ce qui leur est arrivé », déclara-t-elle à Marguerite, tandis qu'elle prenait le thé dans la cuisine aux odeurs de farine et de levure. « Tu penses qu'ils sont… » Marguerite ne put finir sa phrase. « Je ne sais pas. Je ne veux pas y penser, mais je sens qu'ils ont eu peur, qu'ils ont vécu quelque chose de terrible, et je ne les abandonnerai pas. » Cette nuit-là, Marie ne put fermer l'œil. Allongée dans le lit étroit de la chambre d'amis, elle regardait par la fenêtre les lumières intermittentes des gendarmes qui continuaient leurs investigations dans le chalet. Parfois,
Elle croyait entendre les rires de Juliette et Camille qui jouaient dans le jardin, ou la voix de Mathieu qui l'appelait Tati Marie, avec son petit accent alpin adorable. Mais ce n'étaient que des échos douloureux d'un bonheur révolu. Le lendemain matin, l'adjudant-chef Moreau reçut un appel qui allait faire basculer l'enquête dans une direction totalement inattendue. C'était Clotilde, la femme de ménage, et sa voix tremblait d'émotion. « Monsieur le gendarme, il faut que vous veniez tout de suite. J'ai trouvé quelque chose dans les documents de la construction du chalet, quelque chose qui ne colle pas du tout. » 1 heure plus tard, Moreau se trouvait dans le petit bureau de Clotilde, situé dans l'annexe de sa maison où elle gérait sa petite entreprise de ménage à domicile. Sur sa table étaient étalés plusieurs documents, des factures, des plans, des autorisations de travaux. « Regardez, dit-elle, en désignant un plan architectural jauni par les années. C'est le plan original du chalet, celui qui a été déposé en mairie quand Antoine et Céline ont fait les travaux d'agrandissement il y a 3 ans. Moreau examina le document. Le plan montrait effectivement la configuration qu'il connaissait. Salon, cuisine, bureau au rez-de-chaussée, 3 chambres et une salle de bain à l'étage. « Maintenant, regardez ça », continua Clotilde en sortant un autre document. « C'est la facture de l'entreprise de construction qui a fait les travaux. Regardez les quantités de matériaux commandés. » Moreau parcourut la liste. Ciment, parpaing, isolation, placo-plâtre, peinture. Les quantités semblaient effectivement importantes pour les travaux décrits sur le plan. « Mais il y a trop de matériaux, » expliqua Clotilde. « Mon défunt mari était dans le bâtiment. Je connais bien ces choses-là. Avec ces quantités, on pourrait construire une pièce supplémentaire de 15 mètres carrés minimum. Vous pensez qu'il y aurait une pièce cachée dans le chalet? Je pense qu'il y a eu plus de travaux que ce qui est indiqué sur les plans officiels. Et ça m'inquiète beaucoup. » Moreau retourna immédiatement au chalet avec l'équipe technique. Armés de détecteurs de métaux et d'appareils de mesure, ils entreprirent de vérifier si les dimensions intérieures correspondaient aux dimensions extérieures du bâtiment. C'est dans le bureau d'Antoine, au rez-de-chaussée, que l'anomalie fut découverte. Il manque environ 2,50 m en longueur, constata le technicien en comparant ces mesures avec celles prises à l'extérieur. Soit il y a un espace vide dans les murs, soit il y a une pièce supplémentaire quelque part. L'examen minutieux des cloisons révéla bientôt la vérité. Dans le bureau, derrière une imposante bibliothèque en chêne massif, le son rendu par les coups donnés sur le mur était différent, plus creux, plus résonnant. « Il y a un espace derrière », confirma le technicien. « Et regardez ici, on dirait que cette bibliothèque peut pivoter. » Effectivement, en examinant la base de la bibliothèque, ils découvrirent un système de rails dissimulé sous le tapis. Avec des efforts conjugués, ils parvinrent à faire coulisser le meuble, révélant une porte de bois brute, sans poignée visible. « Mon Dieu !» murmura Marie qui assistait à la découverte. « Céline ne m'a jamais parlé de ça. » Moreau poussa doucement la porte, qui s'ouvrit dans un grincement sinistre. Un courant d'air froid et humide s'échappa de l'ouverture, portant une odeur de renfermé et quelque chose d'autre. Une odeur douceâtre et écœurante que l'adjudant-chef reconnut immédiatement. La pièce secrète était plongée dans l'obscurité totale. Moreau braqua sa lampe torche à l'intérieur, révélant un espace d'environ 15 mètres carrés, sans fenêtre, aux murs nus. Le sol était recouvert d'un tapis épais, de couleur sombre. Mais ce qui frappa immédiatement les enquêteurs, était l'état de cette pièce. Contrairement au reste de la maison, cet espace n'avait pas été nettoyé. Au contraire, il portait les traces évidentes d'une activité récente et violente. Sur les murs, des taches sombres qui pourraient être du sang. Sur le tapis, des zones décolorées qui suggéraient qu'on avait tenté de nettoyer quelque chose à la hâte. « Personne ne rentre », ordonna Moreau d'une voix ferme. « Cette pièce est maintenant une scène de crime potentiel. » L'équipe de la police scientifique fut rappelée en urgence. Le capitaine Laurent, en arrivant, ne put dissimuler sa stupéfaction. « En 20 ans de carrière, c'est la première fois que je découvre une pièce secrète dans une affaire de disparition, » avoua-t-elle. Les premiers tests au luminol révélèrent l'ampleur du drame, qui était joué dans cette pièce. Sous la lumière ultraviolette, le tapis et les murs se mirent à briller d'un éclat bleu fantomatique. Il y avait eu du sang ici, beaucoup de sang, et quelqu'un avait tenté de le nettoyer.
La distribution des tâches suggère que plusieurs personnes ont été blessées ici, analysa Laurent. Et regardez ça. Elle dirigea sa lampe vers un coin de la pièce où des traces de petites mains étaient visibles sur le mur, comme si quelqu'un avait tenté de s'agripper. Marie, qui observait depuis le seuil de la pièce, sentit ses jambes se dérober sous elle. Marguerite la rattrapa juste à temps. « Les enfants !» balbutia-t-elle. « Ces traces, ce sont celles d'enfants. » Dans cette pièce secrète, les enquêteurs trouvèrent d'autres indices troublants. Des fragments de vêtements déchirés, coincés dans les aspérités du mur. Un bouton de chemise d'homme qui correspondait aux chemises trouvées dans l'armoire d'Antoine. Et surtout, dissimulé sous le tapis, un téléphone portable dont la batterie était déchargée. « C'est le téléphone de Céline », confirma Marie en reconnaissant la coque rose à paillettes que sa sœur avait achetée lors de son dernier passage à Lyon. Mais la découverte la plus glaçante fut faite dans l'angle le plus sombre de la pièce. Gravé dans le bois du mur, presque invisible, des mots tracés avec ce qui ressemblait à un ongle ou un objet pointu. « Au secours. Luc, c'est. »« Luc ?» répéta Moreau. « Qui est Luc ?» Marie secoua la tête. « Je ne connais personne de ce nom dans l'entourage de ma sœur. » Mais Marguerite, qui était restée silencieuse jusque-là, pâlit soudain. « Luc Bernard » murmura-t-elle. « Il habite le petit chalet de l'autre côté de la forêt. Il s'est installé ici il y a environ 6 mois. »« Vous le connaissez ?» demanda Moreau. « Pas vraiment. Il vient parfois acheter du pain, mais il parle peu. Un homme discret, plutôt aimable. Il dit qu'il est écrivain, qu'il cherche l'inspiration dans la montagne. » Moreau nota soigneusement ces informations. « Nous devrons l'interroger. Mais d'abord, nous devons terminer l'analyse de cette pièce. » Elle, équipe scientifique, travailla jusque à tard dans la nuit. Chaque centimètre carré de la pièce secrète fut photographié, analysé, échantillonné. Les taches de sang furent prélevées pour analyse ADN. Les fragments de vêtements furent collectés et répertoriés. « Il va falloir plusieurs jours pour avoir les résultats complets », prévint le capitaine Laurent. « Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que cette pièce a été le théâtre d'événements violents très récents. Les taches de sang sont fraîches, probablement moins d'une semaine. » Cette révélation confirmait ce que chacun craignait secrètement. La famille Dumas avait été victime d'un acte criminel dans leur propre maison, dans cette pièce secrète dont personne ne soupçonnait l'existence. Mais pourquoi cette pièce avait-elle été construite? Qui en connaissait l'existence? Et surtout, qui était ce Luc Bernard dont le nom était gravé dans le mur comme un ultime appel au secours? Ces questions hantèrent Marie toute la nuit. Allongée dans le lit de la chambre d'amis, elle fixait le plafond en se remémorant chaque conversation qu'elle avait eue avec sa sœur ces derniers mois. Céline avait-elle mentionné des problèmes avec un voisin? Avait-elle parlé de se sentir observée ou menacée? Plus Marie y réfléchissait, plus elle réalisait que les dernières conversations avec Céline avaient été différentes. Sa sœur semblait préoccupée, distante parfois. Quand Marie lui demandait si tout allait bien, Céline répondait toujours par l'affirmatif, mais sa voix manquait de sa gaieté habituelle. « Je croyais que était à cause des soucis financiers d'Antoine », murmura-t-elle dans l'obscurité. Mais peut-être qu'il y avait autre chose. Peut-être qu'elle savait qu'elle était en danger. À quelques kilomètres de là, dans son petit chalet niché au cœur de la forêt des épicéas, Luc Bernard ne dormait pas non plus. Assis devant sa fenêtre, il observait les lumières qui brillaient encore chez les Dumas. Il savait que les gendarmes avaient découvert la pièce secrète. Il savait qu'il ne tarderait pas à venir le voir. Dans sa main, il serrait un petit objet brillant, une clé ancienne et ornée qui ouvrait une porte que personne n'avait encore trouvée, car la pièce secrète derrière le bureau N était que le début. Il y avait d'autres secrets dans ce chalet, d'autres espaces cachés que même Antoine et Céline n'avaient jamais soupçonnés. Des secrets qui remontaient à bien avant l'arrivée de la famille Dumas, à l'époque où ce terrain abritait des installations militaires abandonnées. Des secrets que Luc Bernard était le seul à connaître et qu'il comptait bien emporter dans sa tombe. Le matin du 25 mai, l'adjudant-chef Moreau se dirigea vers le chalet de Luc Bernard, accompagné de 2 gendarmes. Le sentier qui menait à la maison serpentait à travers une forêt dense d'épicéas et de sapins, créant une atmosphère de cathédrale végétale où la lumière du soleil ne perçait qu'en rares faisceaux dorés. Le chalet de Bernard était plus petit et plus rustique que celui des Dumas.
Construit dans le style traditionnel alpin, avec des murs de pierre et de bois, il semblait se fondre naturellement dans le paysage forestier. De la fumée s'échappait paresseusement de la cheminée, et un chat gris dormait sur la balustrade de la terrasse. Moreau frappa à la porte de bois sculpté. Quelques instants plus tard, elle s'ouvrit sur un homme d'une quarantaine d'années, de taille moyenne, aux cheveux châtains légèrement ébouriffés et aux yeux noisettes. Il portait un pull de laine usé et un pantalon de velours côtelé, donnant l'impression d'un intellectuel retiré du monde. « Monsieur Bernard, adjudant-chef Moreau, gendarmerie d'Annecy, nous aimerions vous poser quelques questions concernant la disparition de vos voisins, la famille Dumas. » Le visage de Luc Bernard ne trahit aucune émotion particulière. « Bien sûr, entrez, » dit-il d'une voix calme en s'effaçant pour les laisser passer. « Je suppose que c'est au sujet de leur absence. J'ai entendu dire qu'il y avait du remue-ménage au village. L'intérieur du chalet était spartiate, mais chaleureux. Des livres s'entassaient sur toutes les surfaces disponibles. Des manuscrits couvraient un vieux bureau en bois, et l'odeur du café se mélangeait à celle du feu de bois. Tout respirait la vie contemplative d'un homme de lettres. « Depuis combien de temps habitez-vous ici, monsieur Bernard ?» commença Moreau en s'installant dans un fauteuil en cuir fatigué. « 6 mois environ. J'ai loué ce chalet pour terminer un roman. J'avais besoin de calme et d'isolement. » Luc Bernard servit le café dans des tasses dépareillées, ses gestes mesurés et précis. « Vous connaissiez bien la famille Dumas ?»« Pas particulièrement. Nous nous saluions quand nous nous croisions sur les sentiers. Antoine m'a aidé une fois quand ma voiture est tombée en panne. Céline m'a apporté des légumes de son jardin à quelques reprises. Des voisins aimables. Sans plus. » Moreau observait attentivement Bernard tandis qu'il parlait. L'homme semblait détendu, presque nonchalant, mais quelque chose dans son regard trahissait une vigilance constante. « Quand avez-vous vu les Dumas pour la dernière fois ?» Bernard réfléchit un moment, fronçant légèrement les sourcils. « Cela devait être il y a une dizaine de jours. J'ai croisé Antoine qui remontait du village avec des courses. Nous avons échangé quelques mots sur la météo. Et la nuit du 14 au 15 mai, vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel? » « Non, rien de particulier. J'ai l'habitude de me coucher tôt et de me lever avec le soleil. Je n'ai rien entendu d'anormal. » Moreau nota cette réponse, se souvenant du témoignage de Lucien Moretti qui avait entendu des bruits de moteur vers 2 heures du matin. « Vous ne vous êtes pas réveillé vers 2 heures du matin? »« Non. Je dors très profondément. C'est l'air de la montagne, » répondit Bernard avec un léger sourire. « Monsieur Bernard, avez-vous déjà visité l'intérieur du chalet des Dumas ?» Cette question sembla surprendre légèrement les écrivains. Une fois, oui. Céline m'avait invité à prendre le thé il y a quelques mois. Une maison charmante, très bien aménagée. Vous a-t-elle fait visiter toute la maison? Non, nous sommes restés dans le salon et la cuisine. Pourquoi ces questions? Moreau décida de jouer carte sur table. Nous avons découvert une pièce secrète dans le chalet des Dumas. Une pièce où il semble être passé quelque chose de grave. Votre nom a été mentionné en relation avec cette affaire. Le changement fut imperceptible, mais Moreau avait l'œil exercé. Les mains de Bernard se crispèrent légèrement sur sa tasse de café et une ombre passa dans son regard. « Mon nom? Je ne comprends pas. En quoi serais-je mêlé à cette histoire? C'est justement ce que nous aimerions savoir. Accepteriez-vous de nous accompagner au poste pour un interrogatoire plus approfondi ?» Bernard hésita un instant, puis hocha la tête. « Bien sûr, si cela peut aider à retrouver cette famille. Laissez-moi juste prendre ma veste. » Tandis que Bernard se levait pour aller chercher sa veste, Moreau en profita pour jeter un coup d'œil discret autour de lui. Sur le bureau, entre les manuscrits, il aperçut ce qui ressemblait à des plans ou des schémas techniques. Un des gendarmes se rapprocha discrètement, mais Bernard revint avant qu'il puisse les examiner. « Je suis prêt », annonça-t-il en enfilant une veste de cuir usé. Au poste de gendarmerie d'Annecy, Moreau installa Bernard dans une salle d'interrogatoire sobre aux murs nus. Il commença par les questions de routine, état civil, profession, antécédents. Bernard répondait calmement, précisant qu'il était effectivement écrivain, publié sous le pseudonyme de L. Vernet, spécialisé dans les romans d'investigation historique. « Parlez-moi de votre arrivée à Saint-Émile » demanda Moreau. « J'ai découvert cette région l'été dernier lors d'une randonnée. L'endroit m'a séduit, et quand j'ai appris que ce petit chalet était à louer, j'ai sauté sur l'occasion.
Le propriétaire, M. Chavannes, habite Grenoble. Nous ne nous sommes rencontrés qu'une fois, lors de la signature du bail. Vous disiez que vous écrivez des romans d'investigation historique. Quel est le sujet de votre livre actuel? Bernard marqua une hésitation presque imperceptible. Les installations militaires secrètes de la Seconde Guerre mondiale dans les Alpes. Il y a eu beaucoup d'activités clandestines dans cette région pendant la guerre, des réseaux de résistance, mais aussi des projets allemands moins connus. Cette réponse intrigua Moreau. Et vos recherches vous ont mené à Saint-Émile? En partie. J'ai découvert que le terrain où est construit le chalet des Dumas abritait autrefois une installation militaire. Rien de très important, probablement un poste d'observation ou un petit dépôt. Mais cela entrait dans le cadre de mes recherches. Vous avez fait des recherches sur le terrain même? Quelques explorations superficielles. J'ai trouvé des fondations anciennes dans la forêt. Des traces de bunkers effondrés. Rien d'extraordinaire, mais suffisant pour nourrir mon imagination d'écrivain. Moreau sentait que Bernard ne disait pas tout. Ces installations anciennes, elles avaient des liens avec le chalet des Dumas? Possible. La zone a été réaménagée dans les années 70, puis de nouveau quand Antoine et Céline ont acheté et rénové. Mais les anciens réseaux souterrains sont probablement encore là, en partie. Des réseaux souterrains, tunnels, caves renforcées, systèmes de ventilation. Ces installations militaires étaient souvent reliées entre elles par des galeries souterraines. C était la tactique de l'époque. Cette information jetait un éclairage nouveau sur l'affaire. Si des tunnels reliaient différents points de la zone, cela pourrait expliquer comment quelqu'un avait pu accéder au chalet des Dumas sans être vu. Monsieur Bernard, qu'avez-vous exploré ces tunnels? Partiellement. J'ai trouvé une entrée dans la forêt, mais je n'ai pas poussé très loin. C'est dangereux. Et puis, je ne suis pas spéléologue. Cette entrée, où se trouve-t-elle exactement? Bernard décrivit un endroit situé à environ 500 mètres du chalet des Dumas, près d'un gros rocher en forme de champignon. Mais je vous déconseille d'y aller sans équipement approprié. Ces galeries sont instables. Moreau décida de changer d'approche. Monsieur Bernard, nous avons trouvé votre nom gravé dans la pièce secrète du chalet des Dumas. Comment l'expliquez-vous? Cette fois, la réaction de Bernard fut visible. Il pâlit légèrement et ses mains se crispèrent sur la table. Mon nom? Gravé où? Sur le mur de cette pièce, accompagné des mots « Au secours », comme si quelqu'un tentait de désigner un responsable ou demandait de l'aide. Bernard resta silencieux un long moment, le regard perdu dans le vide. Quand il reprit la parole, sa voix avait changé, devenue plus sourde, plus lourde. « Il faut que je vous dise quelque chose », commença-t-il lentement, « mais c'est compliqué et vous allez avoir du mal à me croire. Nous vous écoutons. Je ne suis pas seulement écrivain, je suis aussi détective privé, enfin, j'y étais. J'ai quitté cette profession il y a 2 ans, après une affaire qui a mal tourné. » Bernard se passa la main dans les cheveux. « Céline Dumas m'a contacté il y a 3 semaines. » Moreau se redressa, soudain attentif. « Elle vous a contacté? Pour quelle raison? » Elle pensait qu'on l'espionnait, qu'il se passait des choses étranges dans sa maison. Elle entendait des bruits la nuit, avait l'impression de être observée. Au début, elle a cru que C était de la paranoïa. Mais les incidents se multipliaient. Quel genre d'incidents? Des objets déplacés, des portes qu'elle était sûre d'avoir fermées et qu'elle retrouvait ouvertes, des traces de pas dans le jardin. Et puis, il y avait cette sensation constante de être épiée, même dans l'intimité de sa chambre. Pourquoi ne s'est-elle pas adressée à la police? Elle n'avait pas de preuves tangibles. Et puis, elle craignait qu'Antoine ne la prenne pour une hystérique. Il était déjà stressé par ses problèmes d'argent. Elle ne voulait pas en rajouter. Comment vous a-t-elle trouvé? Par hasard. Elle était tombée sur un de mes anciens articles dans un magazine de faits divers, où j'expliquais comment détecter une surveillance domestique. Elle m'a envoyé un message par Internet, et nous avons commencé à correspondre. Cette révélation bouleversait complètement la donne. Qu'avez-vous découvert lors de vos investigations? Que Céline avait raison. Quelqu'un avait effectivement installé un système de surveillance dans sa maison. Caméra miniature, micro, même un dispositif de vision nocturne. Du matériel très sophistiqué, certainement pas à la portée du premier voyeur venu. Vous avez identifié le responsable? Bernard secoua la tête. Non, mais j'ai découvert comment il procédait.
Il utilisait les anciens tunnels militaires pour accéder à la maison. Il avait aménagé un poste d'observation dans les galeries souterraines, directement sous le chalet. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus immédiatement? Céline me l'avait formellement interdit. Elle voulait d'abord récupérer des preuves, identifier le coupable avant de porter plainte. Elle craignait qu'une intervention prématurée de la police ne fasse fuir le harceleur sans possibilité de l'arrêter. Moreau réfléchissait rapidement. Si Bernard disait la vérité, cela expliquait beaucoup de choses. La pièce secrète, les systèmes de surveillance et peut-être même la disparition de la famille. Cette pièce secrète que nous avons découverte, vous la connaissiez? Oui, était là que se concentrait la surveillance. Le harceleur avait percé le mur pour créer ce poste d'observation. C'est moi qui ai conseillé à Céline de ne pas y toucher, pour ne pas alerter l'individu. Et la nuit du 14 au 15 mai. Bernard hésita longuement avant de répondre. Céline devait me contacter ce soir-là. Nous avions prévu de nous retrouver pour faire le point sur l'enquête. Elle ne s'est jamais présentée au rendez-vous. Où deviez-vous vous retrouver? Dans la forêt, près de l'entrée des tunnels. Céline voulait me montrer quelque chose qu'elle avait découvert. Quand elle n'est pas venue, j'ai pensé qu'elle avait eu peur ou qu'Antoine l'avait retenue. J'ai attendu 1 heure, puis je suis rentré chez moi. Vous n'avez pas cherché à la joindre? Si, le lendemain. Mais son téléphone ne répondait plus. J'ai pensé qu'elle avait décidé d'abandonner l'enquête. Moreau observait Bernard attentivement. Son histoire était cohérente, mais certains détails le dérangeaient. Monsieur Bernard, si vous enquêtiez sur cette affaire de harcèlement, pourquoi votre nom est-il gravé sur le mur avec la mention « Au secours » ? Je ne sais pas, répondit Bernard d'une voix blanche. Sauf si. Il s'interrompit, comme frappé par une révélation soudaine. Sauf si quoi? Sauf si Céline a découvert que J était surveillé aussi. Ou pire, qu'elle a cru que J était le harceleur. Cette hypothèse glaça Moreau. Qu'est-ce qui pourrait lui faire croire une chose pareille? Mon arrivée récente dans la région, mes recherches sur les installations militaires, le fait que je connaisse l'existence des tunnels, tout cela pourrait paraître suspect. Bernard se prit la tête entre les mains. Mon Dieu, si elle a pensé que C était moi. Dans ce cas, pourquoi aurait-elle gravé votre nom? Pour vous mettre sur ma piste, pour que vous sachiez qui chercher si quelque chose lui arrivait. L'interrogatoire se poursuivit encore 2 heures, Bernard fournissant tous les détails de son enquête clandestine. Il remit à Moreau les copies des messages électroniques échangés avec Céline, ainsi que des photos des dispositifs de surveillance qu'il avait découverts. Ces preuves, pourquoi ne pas nous les avoir remises plus tôt? Demanda Moreau. Parce que j'espérais encore que la famille réapparaîtrait. Et puis, j'avoue que j'avais peur que ma position d'ancien détective privé et de nouveaux voisins me rendent suspect. En fin d'après-midi, Moreau libéra Bernard, mais lui interdit de quitter la région. L'homme repartit vers son chalet, l'air accablé, tandis que l'adjudant-chef se plongeait dans l'analyse des nouveaux éléments. Si Bernard disait la vérité, la famille Dumas était victime d'un harceleur qui utilisait d'anciens tunnels militaires pour les espionner. Ce harceleur avait peut-être été découvert, provoquant un drame dont l'issue était encore inconnue. Mais une question cruciale demeurait. Qui était ce mystérieux harceleur et où se trouvait-il maintenant? L'exploration des tunnels souterrains fut organisée dès le lendemain matin. Une équipe spécialisée en espaces confinés arriva de Lyon avec l'équipement nécessaire. Casque, lampes puissantes, détecteurs de gaz, cordes de sécurité. Moreau dirigeait l'opération, accompagné du capitaine Laurent et de Luc Bernard, qui accepta de servir de guide. L'entrée du tunnel, dissimulée derrière le rocher en forme de champignon, était presque invisible sous la végétation. Il fallut dégager les broussailles et les branches mortes pour révéler une ouverture étroite, à peine assez large pour qu'un homme puisse s'y faufiler. Ces galeries datent de 1943, expliqua Bernard en ajustant son casque. Elles faisaient partie d'un réseau de communication souterrain entre plusieurs postes d'observation alpins. Après la guerre, elles ont été abandonnées et officiellement scellées. Mais comme vous pouvez le voir, certains accès restent praticables. Le groupe s'enfonça dans les entrailles de la montagne. Les murs de pierre brute suintaient d'humidité et l'air confiné portait des odeurs de terre mouillée et de roches. Le faisceau des lampes révélait un tunnel principal d'environ 1,80 m de hauteur avec des niches taillées dans la roche qui avaient dû servir de poste de garde ou de stockage.
Après une centaine de mètres, le tunnel se divisait en 3 branches. Celle de droite mène vers le village, indiqua Bernard. Celle du centre descend vers d'anciens bunkers effondrés. Et celle de gauche? Celle de gauche? Pressa Moreau. Elle remonte vers la zone où se trouve le chalet des Dumas. Ils empruntèrent la galerie de gauche qui s'élevait en pente douce. Bientôt, ils découvrirent les premiers signes d'occupation récente. Des traces de pas dans la terre humide, des mégots de cigarettes et surtout un système d'éclairage électrique rudimentaire mais fonctionnel. Quelqu'un a aménagé cet endroit, constata le capitaine Laurent en examinant les câbles qui couraient le long des parois. Et récemment. Ces installations ne datent pas de la guerre. Plus loin, le tunnel débouchait sur une cavité naturelle agrandie par la main de l'homme. C'était là que se trouvait le véritable poste d'observation. Des écrans d'ordinateur éteints étaient posés sur une table de fortune, entourés d'équipements électroniques sophistiqués. Des caméras de surveillance, des micros directionnels, du matériel d'enregistrement vidéo. « Mon Dieu !» murmura Moreau en découvrant l'ampleur de l'installation. C'est un véritable centre d'espionnage. Sur les murs de la caverne, des dizaines de photographies étaient épinglées. Toutes montraient la famille Dumas dans son intimité. Céline préparant le petit déjeuner, les enfants jouant dans le jardin, Antoine travaillant dans son bureau. Certaines photos avaient été prises de nuit à travers les fenêtres éclairées du chalet. « Regardez ça !» dit Laurent, en découvrant un classeur rempli de notes manuscrites. C'est un journal détaillé de la surveillance. Horaires, habitudes, déplacements, tout y est répertorié. Moreau feuilleta le document, de plus en plus horrifié. L'obsession du harceleur était méticuleuse, maladive. Chaque geste de Céline était noté, analysé, commenté. Elle se brosse les cheveux exactement 100 coups chaque soir. Elle vérifie 3 fois la fermeture des volets avant de se coucher. Elle chante en préparant le goûter des enfants. « Il y a autre chose », annonça un technicien qui fouillait dans un coin de la caverne. Il avait découvert un sac de voyage contenant des vêtements, des provisions et surtout des documents d'identité. Jacques Morvan, né le 14 mars 1962 à Brest, lut Moreau sur la carte d'identité. « Ce n'est pas Luc Bernard. »« Non », confirma Bernard en examinant la photo. « Je ne connais pas cet homme. » L'enquête prenait une nouvelle dimension. Le véritable harceleur N n'était pas Bernard, mais un inconnu qui utilisait une fausse identité et avait transformé ses tunnels abandonnés en base d'opération pour espionner la famille Dumas. « Continuons l'exploration », décida Moreau. « Il doit y avoir d'autres passages. » Effectivement, au fond de la caverne, une ouverture étroite menait à un second tunnel, plus récent, creusé grossièrement dans la roche. Ce passage montait directement vers la surface, et après une progression difficile d'une 50aine de mètres, ils débouchèrent dans ce qui ressemblait à une cave naturelle. « Nous sommes sous le chalet des Dumas », réalisa Laurent en consultant sa boussole. Cette cave doit se trouver directement sous les fondations. La cave était aménagée sommairement. Quelques planches posées sur des tréteaux faisaient office de table. Un matelas de camp était installé dans un angle. Et surtout, un système de périscope artisanal permettait d'observer l'intérieur de la maison. Il pouvait voir tout ce qui se passait au rez-de-chaussée, constata Moreau en regardant à travers l'objectif. La vue donnait directement dans le salon des Dumas, à travers ce qui devait être un trou dissimulé dans le plancher. Mais la découverte la plus troublante était ailleurs. Dans un coin de la cave, recouvert d'une bâche, ils trouvèrent des objets personnels appartenant à la famille, des vêtements, des bijoux, des jouets des enfants, et même l'ours en peluche de Mathieu. Ils les collectionnaient, murmura Laurent d'une voix dégoûtée. Comme des trophées. Sous la bâche, ils découvrirent également un carnet plus ancien, aux pages jaunies par l'humidité. L'écriture était différente, plus ancienne, et les premières pages dataient de plusieurs années. Famille Rousseau, 1998-2001. Lut Moreau en parcourant les premières lignes. Il y a eu d'autres victimes avant les Dumas. Le carnet révélait l'existence d'un prédateur qui sévissait dans la région depuis des années, changeant d'identité, déménageant d'un chalet à l'autre, mais gardant toujours le même mode opératoire, l'espionnage obsessionnel de familles isolées. Les Rousseau ont quitté la région brutalement en 2001, se souvint Bernard. On disait qu'ils avaient trouvé du travail en ville, mais personne n'a jamais vraiment su pourquoi ils étaient repartis si vite. D'autres noms apparaissaient dans le carnet.
les Martin, 2002-2004, les Blanchard, 2004-2005. Toutes des familles qui avaient vécu dans des chalets isolés de la région et qui avaient mystérieusement déménagé après quelques années. Il faut retrouver ces familles, décida Moreau. Vérifier si elles ont été victimes du même type de harcèlement. Mais pour l'instant, la priorité était de comprendre ce qui s'était passé avec les Dumas. L'exploration de la cave révéla un dernier passage, plus étroit encore, qui semblait mener directement sous la pièce secrète découverte dans le chalet. Il pouvait accéder à la maison par en dessous, réalisa Laurent. Entrer et sortir sans être vu, fouiller, voler des objets, installer ses dispositifs de surveillance. L'équipe remonta à la surface, chargée de preuves et d'interrogations. Dans le chalet des Dumas, ils entreprirent de localiser exactement les accès utilisés par le harceleur. Dans la cave à vin d'Antoine, derrière une étagère de bouteilles, ils découvrirent une trappe dissimulée qui donnait accès au tunnel souterrain. Il entrait par ici, constata Moreau. Il connaissait parfaitement la configuration de la maison. Mais une question cruciale demeurait. Où était Jacques Morvan maintenant? Et surtout, que était-il arrivé à la famille Dumas? La réponse commença à apparaître quand les résultats des analyses ADN arrivèrent de Lyon. Le sang trouvé dans la pièce secrète correspondait effectivement à celui des 5 membres de la famille Dumas. Mais il y avait aussi d'autres traces génétiques appartenant à un individu non identifié. Probablement notre harceleur, conclut Laurent. Nous avons maintenant son profil ADN. Si nous le retrouvons, nous pourrons l'identifier formellement. L'enquête s'intensifia. Des avis de recherche furent diffusés avec le signalement de Jacques Morvan. Les gendarmeries de toute la région furent alertées. Mais c'est finalement un garde forestier qui fournit la piste décisive. « J'ai vu un homme correspondant à cette description il y a 3 jours », rapporta-t-il. Il campait illégalement près du lac de Chavornay, à une quinzaine de kilomètres d'ici. Quand je l'ai interpellé, il a décampé en abandonnant son matériel. L'équipe se rendit immédiatement sur place. Le campement abandonné contenait peu de choses. Mais parmi les affaires laissées, ils trouvèrent un téléphone portable dont la mémoire n'avait pas été effacée. Les derniers messages consultés étaient tous liés aux Dumas. Leurs profils sur les réseaux sociaux, leurs habitudes de consommation, leurs comptes bancaires. Morvan avait constitué un dossier complet sur ses victimes, mais le message le plus troublant datait du 14 mai, quelques heures avant la disparition de la famille. Était un SMS envoyé à un numéro anonyme. Ils savent. Changement de plan. Exécution immédiate. Exécution de quoi? Se demanda Moreau à voix haute. La réponse se trouvait peut-être dans l'ordinateur portable découvert dans la caverne souterraine. Les techniciens informatiques parvinrent à récupérer des données partiellement effacées, révélant l'existence d'un plan détaillé. Jacques Morvan ne se contentait pas d'espionner ses victimes. Il préparait leur enlèvement, leur séquestration et finalement leur élimination. Le projet était planifié dans les moindres détails. Comment neutraliser la famille, où cacher les corps, comment faire disparaître toutes les traces. Était prémédité, constata Laurent en parcourant les fichiers récupérés. Il ne s'agissait pas d'un crime passionnel ou d'un accident. Morvan avait planifié l'assassinat de toute la famille. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui avait déclenché cette escalade de la simple surveillance obsessionnelle au meurtre? La réponse se trouvait dans le dernier carnet de Morvan, découvert dans ses affaires abandonnées au lac. Les dernières pages révélaient une paranoïa croissante et une obsession destructrice pour Céline Dumas. « Elle me regarde », écrivait-il. « Elle sait que je suis là. Elle va tout découvrir. Elle va me dénoncer. Je ne peux pas la laisser faire. Je ne peux pas la laisser partir comme les autres. Cette fois, c'est différent. Cette fois, ils doivent tous disparaître. » Morvan était convaincu que Céline avait découvert sa surveillance et qu'elle allait le dénoncer. Sa mission d'espionnage était transformée en obsession meurtrière, et la nuit du 14 mai, il était passé à l'acte. Mais où se trouvaient les corps? Cette question hantait Marie, qui suivait l'enquête jour après jour, s'accrochant au mince espoir que sa sœur et ses neveux soient encore vivants quelque part. « Il faut fouiller toute la zone », insista-t-elle auprès de Moreau. « Les tunnels, la forêt, les anciens bunkers, ils sont forcément quelque part. » L'adjudant-chef hocha la tête. Il avait mobilisé toutes les ressources disponibles, chiens de recherche,
géoradar, équipe de spéléologie. Chaque mètre carré de la région était passé au peigne fin. C'est finalement dans le tunnel principal, dans une section effondrée que les premières équipes avaient jugé impraticable, qu'ils firent la macabre découverte. Derrière un amas de pierres qui semblait naturel, les chiens détectèrent une odeur de décomposition. Il fallut 3 jours de travail minutieux pour dégager l'accès sans risquer d'effondrement. Quand ils purent enfin pénétrer dans la cavité secrète, ils découvrirent ce qu'ils redoutaient le plus. Les corps de la famille Dumas étaient là, disposés avec un soin macabre qui témoignait de la folie de leur assassin. Antoine, Céline, Juliette, Camille et le petit Mathieu, réunis pour l'éternité dans cette tombe souterraine que personne n'aurait jamais dû découvrir. Marie s'effondra en apprenant la nouvelle. Tout l'espoir qu'elle avait maintenu pendant des semaines s'évanouit d'un coup. Sa sœur, ses neveux adorés, tous ces moments de bonheur partagés, tout cela appartenait désormais au passé. Mais au moins, ils savaient maintenant. La famille Dumas n'avait pas disparu mystérieusement. Elle avait été victime d'un prédateur qui avait transformé leur vie paisible en cauchemar. Jacques Morvan fut finalement arrêté une semaine plus tard près de la frontière italienne. Affaibli par une semaine d'errance en montagne, il ne résista pas à son arrestation. Confronté aux preuves accumulées contre lui, il avoua finalement ses crimes. « Je ne voulais pas les tuer », déclara-t-il lors de son interrogatoire. « Je voulais juste les connaître, être proche d'eux. Mais elle m'a découvert, elle allait tout gâcher. J'ai paniqué. » Son témoignage révéla l'horreur de cette nuit du 14 mai. Morvan était entré dans la maison par les tunnels, comme il l'avait fait des dizaines de fois auparavant. Mais cette fois, Céline l'attendait dans la pièce secrète, armée d'un couteau de cuisine. « Jaël savait que j'allais venir », raconta Morvan. « Elle m'a dit qu'elle avait tout compris, qu'elle allait appeler la police. J'ai essayé de la raisonner, de lui expliquer que je ne leur voulais pas de mal. Mais elle a crié, elle a appelé Antoine. » La suite avait été un enchaînement de violences. Antoine était descendu, avait tenté de protéger sa famille. Les enfants, réveillés par les cris, étaient ressortis de leur chambre. Morvan, pris de panique, avait frappé pour faire taire, pour empêcher qu'Ilès échappe, pour préserver son secret. « Je n'avais pas le choix », répétait-il inlassablement. « Ils allaient me dénoncer. Ma vie aurait été fichue. » Sa vie était effectivement fichue, mais pas comme il l'entendait. Jacques Morvan fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de la famille Dumas. Le procès, qui eut lieu 1 an plus tard, révéla l'ampleur de ces crimes. D'autres familles se manifestèrent, confirmant qu'elles avaient été victimes de harcèlements similaires les années précédentes. Marie assista à chaque audience, serrant dans sa main l'ours en peluche de Mathieu. Elle voulait voir cet homme qui avait détruit sa famille, comprendre comment une telle monstruosité était possible. Mais face à Morvan, petit homme insignifiant aux cheveux clairsemés et au regard fuyant, elle ne trouva aucune réponse satisfaisante. Le mal, parfois, n'a pas d'explication rationnelle. Il existe, il frappe, il détruit, et ceux qui restent n'ont d'autre choix que de continuer à vivre avec cette absence béante. Le chalet des Dumas fut vendu par la banque pour rembourser les créanciers d'Antoine. Personne du village ne voulut l'acheter. Les souvenirs étaient trop douloureux. Il fut finalement acquis par un promoteur de Genève qui le transforma en résidence secondaire. Les tunnels furent définitivement scellés par les autorités militaires. Mais parfois, les randonneurs qui passent dans la forêt entendent encore des échos étranges venant des profondeurs de la montagne, comme si les pierres elles-mêmes gardèrent la mémoire du drame qui s'était joué dans leurs entrailles. Marie retourna vivre à Lyon, mais elle revient chaque année à Saint-Émile, le 15 mai, jour anniversaire de la disparition. Elle dépose des fleurs sur la tombe familiale du petit cimetière du village, où reposent maintenant Céline, Antoine et leurs 3 enfants. Luc Bernard termina son roman, qu'il dédia à Céline et sa famille, victimes du mal ordinaire. Il quitta ensuite la région, incapable de supporter plus longtemps le poids des souvenirs et la culpabilité de ne pas avoir su protéger ceux qu'il avait voulu aider. Le village de Saint-Émile retrouva peu à peu sa tranquillité d'antan. Les touristes reviennent admirer les paysages alpins, les enfants jouent dans les prairies fleuries, la vie reprend ses droits. Mais pour ceux qui ont connu la famille Dumas, quelque chose s'est à jamais brisé dans cette harmonie montagnarde.
car ils savent maintenant que derrière les façades les plus paisibles peuvent se cacher les secrets les plus sombres, que la beauté d'un paysage peut masquer l'horreur qui se terre dans l'ombre, et que parfois, le mal ne vient pas de loin, mais de tout près, si près qu'on ne le voit pas venir. L'affaire Dumas reste dans les mémoires comme un rappel brutal de la fragilité du bonheur. Une famille unie, des enfants rieurs, un couple amoureux, tout cela peut basculer en une nuit sous les coups d'un prédateur que rien ne distinguait des autres. Marie continue de recevoir des lettres de personnes qui ont suivi l'affaire dans la presse. Des femmes qui se sentent épiées. Des familles qui s'inquiètent de voisins trop curieux. Des témoins qui veulent partager leurs émotions. Elle répond à chacune car elle sait que son histoire peut en sauver d'autres. Si vous ressentez que quelque chose ne va pas, si vous avez l'impression d'être observé, n'hésitez jamais à demander de l'aide, écrit-elle inlassablement. Céline a eu cette intuition, mais elle a voulu gérer seule. Si elle avait alerté plus tôt, peut-être que... Peut-être. Ce mot résume toute la tragédie de l'affaire Dumas. Peut-être que si les signes avaient été mieux interprétés, si l'aide avait été demandée plus tôt, si les autorités avaient été alertées, cette famille serait encore vivante aujourd'hui. Mais le passé ne se change pas. Il ne reste que la mémoire et l'espoir que cette histoire serve de leçon pour l'avenir. Car quelque part, dans d'autres chalets isolés, d'autres familles vivent peut-être sous le regard invisible d'un prédateur. L'histoire de la famille Dumas nous rappelle que la vigilance n'est jamais superflue, que l'isolement peut être dangereux et que derrière la beauté des montagnes peuvent se cacher les plus sombres secrets humains. Cette affaire a marqué à jamais les Alpes françaises, rappelant que même dans les cadres les plus idylliques, la nature humaine peut révéler ses faces les plus terrifiantes, et que parfois, le silence des montagnes cache des cris que personne n'entendra jamais. Cette histoire vous a touché? Vous avez vécu des moments d'angoisse, de peur, d'espoir? Vous avez pensé à vos propres familles, à vos proches, à cette fragilité du bonheur que nous tenons tous pour acquis? Partagez cette émotion avec nous. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Car chaque histoire que nous racontons porte en elle une part de vérité humaine qui nous concerne tous. Et n'oubliez jamais, si quelque chose vous dérange, si vous ressentez une menace, n'hésitez pas à en parler. Votre intuition peut sauver des vies, la vôtre et celle de vos proches. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et souvenez-vous que derrière chaque fait divers se cachent des êtres humains qui ont aimé, ri, pleuré, espéré. L'histoire de Céline, Antoine, Juliette, Camille et Mathieu ne doit pas être oubliée. Elle doit nous rappeler que la vie est précieuse, fragile et qu'il faut la protéger à chaque instant.